vous avez pas lu le livre, mais vous avez vu quelques déclarations. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a accroché particulièrement? Il y a pas mal de choses, mais enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il parle surtout de la formation. Et franchement, je crois qu'il y a un vrai décalage. Lui fait ses armes à la Fédé il y a quand même maintenant une vingtaine d'années finalement. Donc, il s'en est passé du temps. Et, enfin, je veux dire, moi, c'est pareil. J'ai 40 ans aujourd'hui. J'ai fait tout le parcours fédéral. Je pense qu'après, on a tous un regard forcément qui est le nôtre, un peu différent en fonction de ce qu'on a ensuite pu produire, en fonction du jeu même que l'on peut avoir, en fonction des entraîneurs qu'on a pu avoir. Enfin, ce qu'il faut surtout pas, c'est le généraliser ou c'est le caricaturer. Lui, il est vraiment dans un ensemble, dans un grand bloc. Pour lui, la fédération, c'est une méthode. Mais c'est pas le cas en fait. C'est pour ça, moi, je m'inscris complètement en faux. Alors encore une fois, c'est pas du tout mon sentiment. J'ai été 8 ans à la Fédé, 4 ans responsable du haut niveau masculin, puis 4 ans DTN. Je peux vous garantir que on n'est pas du tout dans ces dogmes assez réducteurs de l'objectif du top 100, de vouloir former des fédéraires. C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, je trouve ça hyper caricatural. Voilà, la manière dont c'est présenté. Après, je pense que le bouquin c'est pas ça, et c'est surtout ce qu'il faut pas, c'est pas ce qu'il faut retenir. Donc j'ai pas envie de faire le buzz autour de ça et de dire c'est ridicule, parce que je trouve que son propos globalement c'est quand même quelqu'un d'assez réfléchi, d'intelligent, et vraiment je trouve que c'est assez pertinent souvent quand il s'exprime. Clairement, ouais. Même si on a tous un regard, et lui possiblement un petit peu, alors j'allais dire biaisé, du moins influencé par ses forces et ses faiblesses. C'est-à-dire qu'on est tous un petit peu tributaires finalement de ce que l'on produit ou de ce que l'on a produit, si on parle au passé, parce que moi je joue plus. Mais donc lui par exemple, qui va forcément mettre peut-être beaucoup plus en avant la dimension mentale, stratégique du jeu, de faire dérailler peut-être ses adversaires, d'analyser énormément les faiblesses de ses adversaires, de jouer une partie d'échecs, hein, Ouais, ouais. clairement. Je l'entends, mais c'est clairement son jeu. Ça sera pas le jeu de Karlovic. Pour aborder juste 2 points précis du livre, vous êtes mentionné directement dans le livre. Il parle de vous, donc notamment il fait référence à ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques 2016 quand vous avez décidé d'exclure Benoît Paire du village Ah, je suis olympique. pas au courant. Et qu'est-ce Donc, qu'il dit, pardon, j'aimerais bien savoir. il vous mentionne, donc il dit que vous êtes d'une certaine façon symptomatique d'un certain dysfonctionnement de la fédération qui est trop à cheval sur les règles et qui oublie le fonctionnement individuel des joueurs. En fait, vous êtes un petit peu critiqué quand même d'une certaine Je savais façon. pas, je savais pas. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? J'imagine que non. C'est très difficile, je trouve, quand on n'est pas à l'intérieur, quand on est à l'extérieur, de pouvoir, en fait, enfin, en tout cas, de juger et de se permettre un certain discours, un certain propos. Je trouve que si on le vit de l'intérieur, je pense qu'on peut avoir un autre regard. Mais encore une fois, je peux comprendre, évidemment, son discours, il n'y a aucun problème. Mais après, quand on a les rênes de ce genre de responsabilité très importante, d'amener des athlètes aux Jeux Olympiques dans un cadre qui, malgré tout, nous est aussi imposé, Oui. et il faut bien comprendre en fait tous les enjeux. C'est pas simplement un DTN ou un responsable de délégation qui décide de dire on va fonctionner comme ci, comme ça, et sans jamais discuter avec personne. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui m'embête, c'est qu'on puisse penser qu'on n'est pas dans le dialogue. C'est pas vrai. Moi, j'aimerais bien, ok, très bien. Imaginons qu'on ouvre demain l'accès, enfin non, je le dis volontairement comme ça, la possibilité aux entraîneurs, aux familles, à l'entourage des joueuses et des joueurs de se rendre aux Jeux Olympiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le nombre d'accréditations aux Jeux Olympiques n'est absolument pas comme le nombre délivré donc d'accréditations sur les tournois dits classiques. Ouais. Il est exactement, et je vais vous le dire, je m'en rappelle, le nombre d'athlètes divisé par 2. Ok? Donc Okay, on est 9 athlètes. C'est très simple, on est 9 athlètes. Combien on a d'accred? Allez, 4 ou 5. Bon, on va en avoir 5 parce qu'on va arrondir au-dessus. Donc, on va devoir faire avec 5 accréditations. Je veux bien que les parents soient là, que les entraîneurs soient là, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de place pour tout le monde. C'est juste une réalité. Et ça, je pense que les athlètes, on a beau leur expliquer, je suis pas sûr que tout le monde, en tienne vraiment compte. Je vais plus loin. Ils ont vraiment l'impression qu'on pourrait outrepasser ces règles. Mais c'est pas le cas. Gilles donne aussi des exemples dans le livre, notamment il parle de Marion Bartoli qui a eu beaucoup de mal à s'intégrer dans l'équipe de Fed Cup et au fonctionnement relativement rigide de la Coupe Davis et de ses relations difficiles avec Guy Forget, vous le savez. Pour vous, est-ce que ce serait possible d'avoir des joueurs qui puissent fonctionner un peu comme dans les autres pays, où on amène le staff, où par exemple Marion Bartoli aurait pu s'entraîner avec son père, ou Caro Garcia avec Louis-Paul. On a l'impression qu'en France, il y a un système quand même assez particulier, c'est ce que défend Gilles dans son livre. Là, je me fais le relais de ses propos. Ouais, mais en fait, ce qui m'embête, c'est qu'on fait passer ça pour de l'hyper-rigidité, alors que, on pourrait inverser les choses, en fait. Il y a un moment où, moi, ça m'amuse toujours de penser, on n'est pas du tout dans la pensée unique, c'est pas vrai. En revanche,
ces projets parfois atypiques, eux sont dans la pensée unique. C'est-à-dire qu'il faut absolument ouvrir parce que nous, on fonctionne comme ça. Sauf que la réalité, c'est que ce sont des exceptions. Est-ce qu'on peut modéliser sur l'exception? Est-ce qu'on doit modéliser sur l'exception? C'est une vraie question. Si demain, il y a un athlète qui veut fonctionner comme ça et que c'est au détriment de tous les autres, est-ce qu'on doit ouvrir? On peut aussi poser cette question. C'est-à-dire qu'il faut attention, il faut regarder de plusieurs manières, sous plusieurs prismes, cette façon de penser. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir été hermétique au discours des uns et des autres, de ne pas avoir voulu ouvrir dans certaines limites, évidemment, parce que je crois qu'on peut pas faire tout et n'importe quoi. Moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre qu'un athlète puisse pas se libérer pas se libérer, mais en tout cas se détacher pendant une semaine ou 10 jours pour aller représenter l'équipe de France. Mais si je dis ça, forcément, je suis rigide. J'ai le droit aussi d'avoir mon avis. Oui, bien sûr. Non, mais j'ai le droit. Après, en revanche, ce qui me gêne, c'est de dire que tout est fermé. Non, c'est pas vrai. Louis-Paul, à la fin, on lui a permis quand même d'avoir accès, en tout cas, à une certaine proximité en Fed Cup à la fin, me semble-t-il. Ça s'est doucement apaisé et ouvert pour le coup un fonctionnement un peu différent. Chez les garçons, il n'y a pas eu franchement de demande, me semble-t-il, de ce côté-là. Ça n'a jamais posé plus de problèmes que ça. Ce qui m'embête, c'est qu'en fait, on met le doigt sur un truc qui est faux, c'est de dire tout est hyper rigide, tout est hyper fermé. C'est pas le reflet de la réalité. J'ai presque envie souvent de dire c'est l'inverse. Ce sont finalement ceux qui me positionnent presque un peu en marginaux, Mhm. qui eux ont des discours, je trouve, assez extrémistes. À l'ouverture, il y en a de l'ouverture des discussions, j'en ai eu avec tous les athlètes. Donc, et pour revenir donc sur la Coupe Davis, c'est pareil. Est-ce que lui, Gilles, il se fait le porte-parole de plusieurs joueurs ou il est le seul à penser comme ça? C'est toujours pareil. Sa relation avec la Coupe Davis, elle n'a pas été non plus toujours très positive. On peut pas dire qu'il ait toujours été le meilleur quand il a dû jouer. Enfin, à un moment, c'est important aussi, ça pèse. Oui, oui, certainement. Dans le livre, il a une phrase très dure vis-à-vis de Guy Forget. Il dit qu'il est persuadé que l'équipe de France aurait des meilleurs résultats sans lui, en fait sans capitaine. Donc ça montre à quel point il est complètement désabusé du fonctionnement de la fédération, du fonctionnement de la Coupe Davis. Alors évidemment aussi, il a eu des très mauvais résultats en Coupe Davis, donc ça forcément ça joue, j'imagine, dans son... Ça y contribue. Non, mais Ouais. ça y contribue. Enfin, il y a un moment où forcément, il faut être prêt et répondre présent à certains rendez-vous. Après, peut-être que lui dira, mais on m'a pas suffisamment donné ma chance. Il a eu des chances. Enfin, c'est pas ça. Après, il y a peut-être, je sais pas, il y a plein de façons de voir les choses. Est-ce qu'il a un jeu qui peut, enfin, bon, on va pas rentrer là-dedans. J'ai pas envie. On va pas y aller là-dedans. Non, mais enfin, je trouve qu'il faut pas rentrer là-dedans. C'est pas. Mais en revanche, de là à dire que Guy est là vraiment au-delà de la personne que j'apprécie énormément en qualité de capitaine, c'est un passionné qui a passé un temps fou à essayer de rassembler. Je trouve que c'est très, encore une fois, ça me paraît réducteur et très négatif et de le formuler sous cette forme, je trouve ça très dur. Oui, c'est vrai que c'est une phrase très dure, en tout cas qui m'a fait bondir de mon fauteuil quand j'ai lu ce passage. Il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est que Gilles Simon insiste sur le fait qu'il y a une déficience dans le travail au niveau mental à la fédération. Est-ce que c'est quelque chose qui était encore d'actualité quand vous étiez DTN? Mais non, mais enfin, ça c'est complètement, ça appartient au passé ce genre de phrase. Hein. Ça n'existe plus. Enfin, honnêtement, enfin, Ça vous choque? non, ça me choque pas, mais c'est vraiment de ne pas savoir ce qui s'y passe. Voilà. C'est vraiment ne pas savoir la manière dont sont entraînés les jeunes de leur plus jeune âge. Il y a des bilans qui sont faits psychologiques très tôt sur les pôles France, à Poitiers, à Bouloris, sur les centres de, enfin à l'époque, je sais pas comment c'est maintenant, mais sur les centres de stage pour les filles. C'est-à-dire tout ça, il y a un accompagnement qui est honnêtement mais hyper précis, enfin, hyper pointu, et en plus les besoins sont pas les mêmes pour tous. C'est aussi une réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, chaque parcours est très singulier, chacun a son histoire, et il y a plus ou moins de besoins, mais il y a des bilans qui sont effectués très régulièrement, je veux dire, depuis le début, dans les entrées en pôle France, donc chez les plus jeunes, et il y a un suivi en fonction, et ça, ce sont les entraîneurs qui sont en capacité de savoir si oui ou non il faut plus ou moins les orienter pour justement les faire suivre un petit peu plus, mais la préparation mentale, elle est totalement intégrée, et depuis maintenant un certain nombre d'années, je veux dire, c'est pas récent, c'est ce que je veux dire, c'est pas récent. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est parce que Gilles a un profil atypique qu'il a ce postulat de se dire que les caractéristiques spécifiques sont niées à la fédération? Évidemment que le discours, moi, je sais pas, j'ai toujours pensé que je devais jouer d'une certaine manière sur mes forces, et donc beaucoup moins comme lui l'entend, alors qu'il a été très fort. Moi, quand il dit la formation à la française, c'est
un objectif, c'est le top 100. Certains entraîneurs ont pu maladroitement le dire par le passé, peut-être. Mais franchement, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Je crois que c'est la rupture avec, encore une fois, je reviens sur ces espèces de dogmes, et ils ont eu lieu il y a une dizaine d'années. Je veux dire, c'est pas récent. Faut arrêter de penser qu'aujourd'hui, avec une sorte de nouveau discours du tout est possible. Non, c'est pas vrai. S'il y a quelque chose qui nous freine, ça va au-delà. C'est la culture française. Mais c'est pas la fédération et le discours des entraîneurs qui sont surmotivés, qui ont cru en lui et qui lui ont permis accessoirement d'être 6e mondial quand même. Ouais, là où c'est un petit peu contradictoire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il s'est construit tout seul. Personne ne se construit tout seul. C'est qu'il y a des gens qui ont cru en lui et des entraîneurs, Alois Beus notamment, certainement Borfiga à l'époque quand il était à l'INSEP aussi, qui l'ont accompagné, qui se sont montrés forcément encourageants. Après, il a peut-être pas lui ce ressenti et ce regard, mais il a quand même été tout le temps maintenu à la Fédé pour être champion de tennis. Mine de rien, pour la fédération, enfin Gilles, c'est une super réussite. Là, s'il considère que c'est pas la fédération qui l'a un petit peu aidé, bon, mais après j'ai pas lu son livre, donc je sais pas s'il le dit ou pas. C'est pour ça que c'est un petit peu gênant. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont positives, qui sont très intéressantes. Mais quand je lis, on veut former que des fédéreurs, non, c'est pas vrai. C'est ce qu'il dit dans le livre. Il dit qu'il y a une fédérisation, notamment à la fédération française. C'est un point qui revient en permanence dans son bouquin. Mais c'est complètement faux. En revanche, là où je le rejoins, c'est que Federer, Nadal et Djokovic ont pété tous les standards. Ils ont tout flingué. C'est-à-dire que une excellente carrière, une très belle réussite, on la minimise parce que par rapport à ces trois monstres, c'est toujours presque rien. C'est quasiment que dalle. Mais ça veut pas dire, en fait, c'est là où je trouve qu'on doit pas faire cette espèce de transfert et de pouvoir penser qu'en fait, ça veut dire qu'on veut en faire que des fédéraux. Non, c'est pas vrai. On doit s'inspirer de la force, je sais pas, mentale, physique de Nadal. Pourquoi pas? On a le droit de s'inspirer. On a un gamin de 12, 13, 14 ans. J'espère qu'il rêve et qu'il bave quand il voit jouer ces joueurs-là. Ça veut pas dire qu'il faut les copier. Et à la Fédé, on dit pas il faut copier. En revanche, il y a des choses, pas que de leur part à eux, pas que sur eux, sur d'autres joueurs aussi, dont on peut s'inspirer, et de la science du jeu, du fin tacticien qu'est Gilles. Évidemment aussi que c'est hyper intéressant, c'est hyper riche son tennis. Il a un timing hors norme, enfin il a des qualités exceptionnelles, et ça je suis le premier à le reconnaître. Après, en fait, je trouve que c'est pas justement dit. Ça me parle pas parce que pour avoir été encore une fois à l'intérieur, et je crois que c'est la grande différence. Quand on est à l'intérieur, on sait que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas la réalité. Dernier point, Arnaud. Il y a quelque chose qui revient aussi très souvent dans le livre, c'est la peur. La gestion de la peur. Et en fait, lui, il dit qu'il a dû attendre ses 24 ans avant de se pencher sur cette problématique, sur le fait que, eh bien, certains joueurs mouillent, ce sont ses mots, hein, tous les joueurs mouillent en fait d'une certaine façon à un moment donné dans le match. Et il prend l'exemple de Novak Djokovic, qui a travaillé sur cet aspect, et il dit qu'en France, c'est un travail qui n'existait pas, en tout cas à son époque, et il craint que c'est un travail qui est sous-estimé encore aujourd'hui. Je vous demande encore votre avis là-dessus. Allô, Arnaud? Ouais, je suis partagé. Moi, Ouais. il faut des entraîneurs qui soient suffisamment ouverts pour aborder ces sujets, évidemment sensibles, mais je crois que c'est le cas. Honnêtement, après, je dis pas que tous les entraîneurs peut-être le sont, mais moi, j'ai peut-être eu la chance d'avoir de super entraîneurs qui, à chaque fois, m'ont permis d'aborder ces sujets sans tabou. J'ai pas eu le sentiment. Alors, encore une fois, c'est peut-être que ça dépend encore une fois de sur qui on tombe. Ouais, l'expérience personnelle. Bien sûr, mais j'ai eu un préparateur mental très tôt. À 17 ou 18 ans, je voyais quelqu'un déjà. Donc ces sujets-là, je les ai abordés très rapidement. Sur la réussite, le check, la peur du moment important. Après, faut que le joueur aussi soit suffisamment mûr, peut-être aussi pour engager les services peut-être d'une tierce personne, d'un préparateur mental, d'un psy, j'en sais rien, peu importe après la manière dont on l'appelle. Mais le travail, il doit se faire surtout avec les entraîneurs. Ils ont un rôle quand même prépondérant. Vous parlez de la préparation mentale avec Tony Nadal. Il vous dit c'est l'entraîneur tennis qui fait tout. Hein. En gros, c'est le psy et c'est à lui à un moment donné. Et la préparation mentale, elle se passe sur le terrain à force j'allais dire du biceps, mais du travail. Et puis voilà. Pour la Fédé, ce qui s'y fait honnêtement, j'ai le sentiment que son discours est pas juste envers ce qui se passe. Voilà. C'est pas le reflet de la réalité. Ça c'est. En revanche, après son ressenti, je l'entends. Tu vois, pardon. J'entends vraiment qu'il puisse avoir souffert de certaines choses, qu'il puisse ne pas avoir eu l'impression d'être suffisamment soutenu, encouragé, qu'on n'ait pas suffisamment cru en lui. C'est son ressenti, et ça, je peux pas, en effet, c'est vraiment possible. C'est un autre sujet, mais c'est pas pour autant qu'on doit le généraliser. C'est juste la nuance et la différence que j'essaie d'apporter. Tout dépend aussi de comment on reçoit les choses, tout dépend de comment on est, tout dépend de tellement de choses. Voilà.